Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h, 21h, 18h, 20h en temps universel. Anglophone have been marginalized in this country. Cette phrase régulièrement balancée par certains compatriotes d'expression anglaise vient rappeler le caractère complexe de l'histoire du Cameroun. Ancien protectorat allemand, le Cameroun, à l'issue de la guerre 14-18, est un condominium franco-britannique placé dès 1919 sous mandat de la toute nouvelle Société des Nations SDN. C'est le début d'une aventure avec deux maîtres à la baguette, la France pour la partie orientale et le Royaume-Uni pour celle de l'Ouest. L'ancien territoire sous tutelle de l'Organisation des Nations Unies sous tutelle française, accède à l'indépendance le 1er janvier 1960 avant d'être rejoint à l'issue du plébiscite des 11 et 12 février 1961 par le Southern Cameroun, une des deux parties sous administration britannique, la partie nord ayant opté pour l'union avec le Nigeria. Une journée qui sera d'ailleurs considérée comme deuil national. Cette période inaugure l'ère de fédéralisme à deux États, le Cameroun oriental francophone et celui occidental anglophone, et ce, à la suite de la réunification du 1er octobre 1961. Mais, avant cela, du 17 au 21 juillet 1961 se tient à Fumban la conférence constitutionnelle. Une conférence pour marquer le tournant décisif entre les deux entités que les anglophones qualifient aujourd'hui de mariage de dupes, pour la simple raison qu'ils estiment avoir été pris au piège par le président Amadou Ahidjo. Après 11 années d'expérience fédéraliste, le référendum du 20 mai 1972 voit le oui l'emporter massivement pour l'avènement d'un État unitaire qui met ainsi fin au fédéralisme. Le 4 février 1984, la République unie du Cameroun cède la place à la République du Cameroun. Depuis novembre 2016, des manifestations dans les deux régions majoritairement anglophones, nord-ouest et sud-ouest, mettent la pression pour le maintien de l'usage de la langue anglaise dans les écoles et tribunaux. En septembre 2017, les séparatistes lancent une guérilla urbaine et combattent les forces de défense et de sécurité. Après le grand dialogue national organisé du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé pour apporter des solutions à cette crise, aucune avancée décisive malgré la libération de 333 personnes arrêtées dans le cadre de cette crise. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Nadine Yambou. Je vous retrouve après pour Equinoxoir deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Cinquantenaire de l'État unitaire, is there any anglophone problem? C'est une interrogation, madame, monsieur. Pour cela, nous avons invité en plateau ce soir Fabrice Lena. Good evening. Good evening, Sir Serge. Bonsoir à tous les téléspectateurs du Equinoxoir, avec l'esprit de Enes Nwadi, de Robin Oumiobe, de Ngomjoua, avec tous les leaders du Cameroun à la naissance des réunifications. Je suis très ravi d'être votre invité ce soir pour discuter des bases, des fondements du Cameroun et vraiment regarder ce qui n'a pas marché avec le référendum de 1972 qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui avec l'État unitaire qui est vraiment une catastrophe vivante. Merci beaucoup pour votre mon invitation. Voilà, Fabrice Lena du PAP. That's it. Yeah. Secrétaire général, c'est bien cela? Ouais, okay. Merci. Greeting to President Jean Dennis. Of course, President Jean Dennis, former President Ayapol Abine, they are all watching, and I think they will really enjoy. He's watching. Yes, he's watching from Boya. From at Boya, not at Akwaya. No, in Boya, Boya. Yes. Voilà. Qui nous a reçus chez nous lorsque nous étions encore avec Dimanche avec vous et Cédric Nouffelé. Voilà, ils n'ont pas oublié ce séjour-là à Boya en compagnie de
Voilà, merci beaucoup. Bonsoir Robert Kedia. Good evening to you, sir. Good evening to all my co-panelists. Good evening to all our viewers. Good evening to the entire Equinox institution for giving us this opportunity for us to come and express our view with the intention of positive development in our nation. Special greetings to Ophil Melo, the rector of University of Ngaoundéré, that is doing our possible best to promote a female education in that area, and greetings to all our viewers, especially the head of state, President Paul Biya, of course. Okay. Dr. Luzon, bonsoir. Bonsoir Serge Alotou, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs, bonsoir à tous les fans. Dr. Luzon et Somba disséminés ici et ailleurs. Permettez-moi de saluer quelqu'un de spécial, monsieur le recteur de l'université de Douala, qui est en train, le professeur Magloire Ondoa, qui est en train de transformer l'université. Et je pense que les nouvelles générations seront fiers d'ici la rentrée académique 2023 d'entrer dans une université digne de ce nom. Donc, permettez-moi de saluer monsieur le recteur Magloire Ondoa pour ser titulaire des universités. Voilà. Magistrat Tamfourija, good evening. Good evening, Serge Alain. Bonsoir à tous les Camerounais qui regardent ce programme, surtout les militants et sympathisants du MRC. Et je pense également à nos frères qui sont toujours dans les prisons, surtout Olivier Boubou-Nissak, le jeune Stéphane So, que pour des raisons d'opinion aujourd'hui sont derrière les barreaux. Bon, je pense à eux et j'exprime aussi mes salutations à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, s'efforcent à aimer leur pays, parce que maintenant, nous sommes dans une phase où on est obligé, on nous pousse à aimer notre pays. Donc, tous ceux qui s'efforcent, tous ceux qui ont déjà tourné le dos à l'amour et à la patrie du Cameroun, je les souhaite des encouragements pour qu'ensemble, qu'on puisse revenir et aimer ce Cameroun qui nous est cher. Ok. Je reste avec vous, Barista Tampou. J'ai commencé cette émission avec cette formule. Je ne sais pas. Anglophone have been marginalized in this country. Je vous avoue que j'ai été confronté à cette phrase lorsque j'ai entré à l'université. J'avais un enseignant qui, je crois, du côté de l'université de Bouya, je ne vais pas le citer ici, il nous a sorti ça en plein amphi 1003, université de Yaoundé. Je vous avoue qu'à l'époque, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Oui, pour faire simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a dans cette expression Anglophone have been marginalized in this country? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Oui, pour faire simple, que tout le monde comprend. Lorsque tu regardes le schéma de la République aujourd'hui, à la tête, nous avons le président de la République qui est un francophone. Deuxième personnalité qui suit, celui du Sénat, c'est un francophone. Troisième personnalité qui suit, dans l'Assemblée nationale, c'est un francophone. Quatrième personnalité qui suit, celui du Conseil économique, c'est un francophone. Et en cinquième position, on a le Premier ministre qui est un anglophone. Déjà, vous avez 4 francophones qui s'alignent avant le 5e qui est un anglophone. Ça, c'est une forme de marginalisation. Je veux regarder dans d'autres secteurs. Si vous regardez, bon, déjà les régions, c'est 8 contre 2. Maintenant, si vous regardez... Est-ce que là, c'est un problème de les francophones? Bon, c'est pas... automatique, non? Non, déjà, oui, sur 2, c'est déjà automatique. Voilà. Maintenant, lorsque vous regardez... Ça, c'est l'histoire qui impose ça. Oui, lorsque vous regardez maintenant sur un autre pan, lorsque la Constitution dit que l'anglais et le français sont 2 langues égaux, c'est à peine que, sauf peut-être à la présidence de la République, qu'on se force au moins à avoir des textes en anglais et en français. Mais lorsque vous descendez en bas, dans les administrations, ce n'est plus le cas. L'anglophone peine à trouver le texte en anglais. Article 1er de la Constitution, alinéa 3. Le Cameroun adopte l'anglais et le français comme langue officielle d'égale valeur. Oui, ce qui voudrait dire que si je suis, je sais pas, à la sous-préfecture de Bonamoussadi, je dois avoir... la 5e. Je dois la 5e. Je dois avoir les documents en anglais et en français. Si je suis à l'université, je parle de l'université peut-être de Douala, je dois pouvoir avoir mes cours en anglais et en français. Mais c'est à peine que dans ces administrations,
c'est l'anglophone qui cherche toujours à savoir ce que le texte là, s'il y a un texte là en anglais ou pas. Donc, on ne prend pas la peine de mettre déjà de faire observer à ce niveau l'équité sur ces deux langues-là. Voilà. Ce qui pose déjà aussi un problème de marginalisation et à plusieurs niveaux. Nous pouvons citer et citer et citer. Voilà, on va prendre les avis des autres. Hein. Pour vous, Fabrice Lena, ça renvoie à quoi, cette marginalisation, concrètement? Oui, pour moi, je peux dire que ça a commencé tout d'abord en 1961, parce que quand on regarde les dates clés des formations des jeunes États Cameroun, 1961, toutes les délégations des Southern Cameroun sont venues à Fouman avec bonne foi qu'ils avaient voté dans le plébiscite le 11 février pour rejoindre à leurs frères. Donc c'était un fierté pour revenir dans la République qui était Suisse-Allemagne. Et quand on regarde les 11 ans des pays fédéralistes, c'est là où on constate que vraiment c'était une aspiration d'aller être avec ton frère, mais ton frère n'avait pas même bonne foi pour vivre ensemble avec toi. L'épreuve est que le fédéralisme qui était défini dans la Constitution de 1961 n'était jamais respecté dans l'application et dans l'administration de ces pays. On voit Aïjo qui a plein de pouvoir, qui fait démissionner ce qu'il veut et qui veut administrer ce qu'il veut dans son administration. Je veux prendre le cas de Ngomdjoua contre Estimona. Ngomdjoua, c'était quelqu'un qui défendait l'État fédéral. Et Aïdjoua fait partie de Ngomdjoua parce qu'il voyait que lui, il n'acceptait pas les inspecteurs fédéraux qui venaient introduire aux administrations des Cameroun, Ouest Cameroun. Donc, quand on regarde tout ça, on voit qu'il y avait déjà le plan de faire tomber le fédéralisme au départ. Parce qu'en 1966, quel était l'objectif de tuer le multipartisme ou bien la politique pluralisme? Parce que l'objectif, c'était déjà à consolider le pouvoir au niveau de la présidence, en sorte qu'il n'y a qu'un parti uni. Dès qu'il y a un parti uni, le chef, tout ce qu'il dit, et la loi, et donc on ne sait pas plus le parti au pouvoir avec l'administration, avec la politique. Donc tout le monde est devenu maintenant pour le président de la République qui est en même temps le président des partis au pouvoir. Donc on voit que cette phase a manqué déjà l'échec du unification qu'on est engagé dedans. Et dans l'infrastructure, toutes les infrastructures anglo-saxonnes étaient déjà en chemin de marginalisation. On voit déjà la date du 11 février. La date du 11 février ne devait pas être, on ne sait même pas comment, on ne peut pas expliquer comment ça a devenu un fait de jeunesse. Parce que c'était un plébiscite, ça devait être un date de ce qu'on appelle fête nationale pour le Cameroun, pour le plébiscite de réunification. Donc on doit dire c'est un fait de réunification, pas fête de jeunesse. Et maintenant quand on va jusqu'à unification, on voit qu'il y avait déjà un plan de système de gouvernance qui n'a aucun respect pour la Constitution, aucun respect pour l'état de droit, aucun respect pour politique compétitive. Et ça fait que les anglophones qui avaient déjà une culture de politique compétitive, l'année prouve que avant le plébiscite de 11, il y avait Ndélé et Foncha. Et ils avaient deux différents partis politiques. Ndélé était opposant, Foncha était le premier ministre. Donc, pour question de vous allez joindre le Nigeria ou le Cameroun, eux, ils faisaient la campagne, ils ont informé les Southern Cameroonians, ils ont expliqué vraiment en détail en quoi que ça signifie. Mais pour le référendum, pourquoi nous, on pense que le référendum n'était pas l'aspiration du peuple camerounais? Parce que c'était dans le cadre d'une partie unie. Et partie unie, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on impose.
Si ce n'est pas quelque chose impose, il n'y avait pas d'opposition. Tous les leaders politiques qui avaient tentative d'opposer ce qui se passe à leur moment là, c'était soit persécution, soit on les met derrière le barreau. Donc ça c'est... Les barreaux? Oui, les barreaux. Pas le barreau de... Thank you so much. Ouais. So this is the experience. Yes. And I want Cameroonians to really understand this period of time, because what we call the federal structure was not operating in a federal structure. It was actually operating in a kind of extensive decentralization. If you read it very well, you will discover that Ahidjo did not have the culture of operating in the federal system of government, just like all Francophone African countries. They don't have the culture of operating in a federal system. So it was like a new system to them. So in collaboration with the invincible hand of Cameroon, they were struggling how to bring back the republic to the original republic. 1972, the reunification, the unitary state referendum that was unconstitutional. 1984, presidential decree that changed the name of the country to a Republic of Cameroon, and that is the birth of the strong secessionist movement of today. Because when that ordinance was passed, people like Bernard Fallon, Fongoji Dinka wrote texts, articles, petition to the president, describing that this is going to lead to a future problem. There were prophets that had foresaw what will happen in future, and that is the birth of Ambazonia, that we have been annexed, we have been colonized, we have been absorbed, because Cameroon is not supposed to be a bilingual country. We are supposed to be a bicultural country, because language is just an aspect of culture, which means we have go and prioritize language, and we have put down all the other cultural aspects, which has to do with judicial system, which has to do with education system, which has to do with way of life, which has to do with political order. Because the Anglo-Saxon political order, judicial system, education system are all distinct, and it is a culture of a people. We cannot ignore that colonial heritage. Merci. Je rappelle, je n'ai pas imposé le français. Donc vous exprimez dans la langue que j'aime aussi améliorer. Oui, c'est bien, voilà. Et vous pouvez basculer à tout moment. Non, c'est pas imaginaire. Il parle, il balance, il fait comme il veut. Pour vous, vous admettez qu'il y a un problème anglophone? Sure, there is. Even the head of state, President Paul Biya, has recognized it. So it's not something that we play politics. Qui naît de quoi? De la marginalisation des anglophones? They don't. You see, first of all, we are in a country where majority are francophones and the minority is made up of anglophones. So automatically, we will definitely have the minority feelings, which you can't move it. You go to any country, even in Rwanda now, they still have those problems there all over. Even in Spain, they still have it now. So it's something that you cannot debunk that. When we even talk about marginalization, which it is the same with the Anglophone problem, because we should not miss the Anglophone problem and the ideology of separation and the crisis that started. They are different things. Now we are talking about the problem. When is the origin of the problem? Goes back to the 1961 Constitution in Fumban, in which key core aspects were agreed on by the two group of people that met there at Fumban, that had to do with administrative structure, culture, tradition, economy, and most especially the judicial and the educational system. When we talk about the culture, when we talk about culture or tradition, you go back to a house of chief, which we had in those days when we were still with Nigeria, with the indirect rule system we grew up with. When we talk about culture, you still go back to the English culture, language, and the rest. When we talk about administrative structure, is what my fellow panelists have passed their time explaining, that with the administrative structure, the change to federalism, to unitary system, which they have really elucidated and spoken a lot more about where concerned the structure that was decided at Fumban. And with the course of time, under the reign of President Amadou Ahidjo, to be specific, many of them were changed. And so many people of the Northwest and Southwest region feel that there is a marginalization, because that was not the core
of why they came together, why some believe that it is a progress and things need to evolve and change, and we call it living together. So there is a diverse view within the community of Northwest and Southwest region, those that feel that no, it's development and advancement. We don't need to be stagnant and remain to the 1961 constitution. We need to move ahead. We have those that say that no, we are not supposed to change that 1961 constitution. Those are the die-hearted federalists, which I think one of my co-panelists here, Fabrice Lena, still remain a die-hearted one. Those are those that believe. And we still have those that even before the ideology of federalism and a unitary system, they are not even there, which is started since 1953, which was led by PM Khaled, those that believe that they could be a state on their own. So those people still there, they are still there, and these various ideology still remain. But I want to make it clear that all of these various aspects, which all of them have explained, were under the reign of President Ahmadou Ahidjo, and many developments within the context of this program, we will see how it has been changed really by President Paul Biya that listened to the cry of the English-speaking region. If you like, I can start to explain some of them. Like we had the one-party system, which Fabrice Lena said, but President Paul Biya came and brought a multi-partism. We had other aspects of those. We had Ahmadou Ahidjo that did a very centralized system, but President Paul Biya came and said, no, we need a decentralized system. We have those that believe that the House yes, those that believe that the House of Chiefs, those that believe that the House of Chiefs in Fumban that was respected was crashed off by Ahmadou Ahidjo. President Paul Biya has brought it back, a special status, which I will explain most importantly about the special status, because that is what irks me more as an English-speaking Cameroonian. Because the special status says that those regional assembly have the right to decide or give their view on judicial system, educational system, or whatsoever that has to do with the specificity of our region. It's 2 years gone. They have not proposed anything to Yaoundé. I cannot say the Yaoundé government is not hearing our cry because Pardon? C'est eux le problème? I'm saying that I cannot accuse the government or the people because they have a representative that is supposed to carry their plight to Yaoundé, and that if the people have anything, they should go there. Okay. So those are some of the aspects. But within, as the program goes ahead, I'll explain many things which happen in Fumban that President Paul Biya has changed them now. Ok. Voilà, Dr. Luisan Isomba, tout semble converger vers cette fameuse conférence constitutionnelle de Fumban, comme le point de départ de ce que nos compatriotes d'expression anglaise pensaient vivre, hein, que c'est de là que tout est parti, et cette fameuse marginalisation. C'est jamais autour, je vais le dire d'entrée de jeu, il y a 3 pays dans le monde qui sont bénis. Il y a l'Israël, il y a le Vatican et il y a le Cameroun. Donc le Cameroun est une curiosité, j'allais dire africaine et même mondiale. Parce que de par son histoire et de par sa situation géographique, vous vous rendez compte que le Cameroun rassemble tout ce que le continent noir a de variété et de spécificité. Parce que quand vous prenez un Congo-Brazza, il a la dimension d'un Sawa à Douala. Quand vous prenez quelqu'un du Bénin, du Sénégal, du Mali, il ressemble curieusement à un de nos frères du Septentrion. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souvent dit que le Cameroun est une Afrique en miniature, le microcosme africain est concentré au Cameroun. Ça, j'allais tout quand je l'ai dit, vous posez une question pertinente. Ce que je dois vous révéler, c'est que les piliers, il faut d'abord partir des piliers historiques. Le Cameroun post-colonial, le Cameroun colonial, le Cameroun sous mandat, le Cameroun sous tutelle et finalement le Cameroun indépendant proclamé le 1er janvier 1960. Mais avant cela... Le Cameroun francophone, hein? Oui, le francophone. Oui. Et avant cela, on avait déjà une autonomie élargie depuis la loi du 30 décembre 1958. Ces gens-là, on évolue donc vers la mise en place d'une construction et d'une solidarité nationale. C'est en cela que, en unifiant donc, il y a une réunification d'abord de l'ancien Cameroun français et de l'ancien Cameroun britannique. Cela va donc déboucher vers la réunification donc, de ces deux États
qui mettra en place plus tard, le 1er octobre 1961, l'État fédéral. Mais qui ne va malheureusement pas durer, qui fera 11 ans, vous l'avez évoqué, tout simplement parce que dans ces élans de mise en place d'une solidarité nationale, le président Ahidjo et bien d'autres vont estimer qu'il faut rejeter le fédéralisme. Pourquoi? Deux raisons ont fondé cela. La première raison, c'est que... Rejeter carrément. Oui, rejeter le fédéralisme. La première raison, il coûtait cher à l'État du Cameroun. Deux institutions, cela coûtait cher. Et le président Ahidjo et bien d'autres, et Tandemouna et bien d'autres, ont estimé que au-delà de ce que le fédéralisme coûtait cher, mais c'était un fonds pour le développement du Cameroun. Voilà comment, donc, en 1972, on met dans la constitution unitaire, c'est-à-dire qui consacre donc l'État unitaire du Cameroun. Et on évolue justement en exploitant l'héritage historique, en faisant ériger deux langues officielles, le français et l'anglais. Alors, la conférence de Fumban est celle-là qui a en réalité donné le là ou un sens à la construction justement de la République du Cameroun. Parce que il était dit dans cette conférence de Fumban que par exemple le pouvoir allait être rotatif entre les Français et les anglophones. Et quand intervient le référendum, on se rend donc plutôt compte que le président Ahidjo avait plutôt renforcé ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il a procédé à une concentration, à une centralisation de ses pouvoirs au point où un des auteurs a pu qualifier le régime dans cette période comme un régime présidentialiste fort. Et Ahidjo concentrant dans tous les pouvoirs, les anglophones se rendent compte que en fait, ils avaient été fourbés parce que la transition, la rotation à la tête de l'État ne s'est pas déroulée tel que cela avait été consacré lors des assises de Fumban. Et on se rend bien compte que ce genre tout, la Constitution se poursuit au niveau, le problème commence à partir à l'être au niveau de 84, quand on enlève République unie du Cameroun. On enlève unie, on reste dans la République du Cameroun. Mais ce n'est pas tant le problème parce que la Constitution de 96 pose quand même de manière implicite et explicite deux éléments de l'unitarisation. L'article 1er alinéa 2 dispose que la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé. Et l'article 2 alinéa 1 dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par le président de la République, les membres du Parlement et par voie référendaire. Donc, cela étant mis en place, on se rend donc compte qu'aujourd'hui, l'idée de la marginalisation qui est évoquée part donc justement de 1972. C'est-à-dire que, et déjà même depuis le 10 novembre 1969, à partir du moment où Ahidjo s'est mis à nommer les premiers ministres dans les États fédérés. Parce qu'au départ, les premiers ministres étaient élus. Et Ahidjo fait donc une réforme constitutionnelle inimaginable qui renforce donc ses pouvoirs en disant désormais les premiers ministres à la tête des États fédérés ne seront plus élus, mais seront nommés par le chef de l'État. Et voilà comment le problème commence donc à se renforcer jusqu'à ce que, en 1984, quand on enlève l'expression unité, cela débouche sur un certain nombre de polémiques. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question de la marginalisation. C'est évident. Quand on regarde aujourd'hui le sommet de l'État, on est à la tête des institutions, et là je voulais peut-être apporter un correctif à ce que M. Kanfou a dit. Vous avez le Premier ministre, donc, qui vient en 4e position, parce que c'est la 4e personnalité politique, mais c'est la 2e personnalité administrative. Parce que seul le président de la République et le Premier ministre prennent les actes par décret. Et c'est ce qui fait donc que le Premier ministre est la 2e personnalité administrative, mais 4e personnalité politique. Parce qu'après lui vient donc le président, on a oublié, du Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême et le président du Conseil économique et social vient plus tard, un peu plus loin. Donc, ces gens-là tout, l'unité du Cameroun est construite autour de deux piliers. Le premier pilier, c'est la volonté de vivre ensemble. Et le second pilier, c'est ce que j'appellerais la volonté de bâtir un avenir commun. Alors, on peut donc se poser la question de savoir, est-ce que dans le contexte actuel, on a une volonté de bâtir un avenir commun? Est-ce qu'on a une volonté de vivre ensemble? Voilà. Et ça pose donc les problèmes justement que nous avons. Et j'appuie justement, vous avez cité l'article 2 qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie, soit par l'intermédiaire du président de la République, les membres du gouvernement, soit par voie référendaire. Vous posez donc le problème.
Est-ce que le peuple ne peut pas être consulté? Mais évidemment, écoutez, la voie royale en démocratie, c'est toujours de consulter le peuple, parce que le peuple est la source souveraine du pouvoir. C'est le peuple qui est la source de légitimation des dirigeants. Donc on ne peut pas faire en écartant le peuple, parce que, écoutez, la démocratie, en réalité, c'est la prise en compte du peuple. Même si on peut dire que la démocratie, c'est la dictature de la majorité, mais on va vous dire dans la prise en compte aussi de la minorité. Voilà, Barista Tamfou, vous restez convaincu que 61, c'est le départ de tous ces problèmes. On a eu la Anglophone Conference où les éléments sont bien détaillés, les exemples bien précis. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui prouvent que les anglophones sont, entre guillemets, marginalisés? Yes, I think so much has been said. I think we have to, if you take an extract of the Federal Constitution of 1961, if you read the first article, it clearly states that two entities met, West Cameroon and Eastern Cameroon, came together to form the Federal Republic of Cameroon. And if you go further into that article, there is an article 47, which states that there should be no revision as to the form of the state. Yes. That is where the problem is, all what we are talking here. Oui. From the moment Aejo decided to bypass that article and call for a referendum, that is where he faulted everything, because this was well planned. He knew very well after the Federal Constitution, or maybe if not him in person, but the colonial heritage, which is France, which was behind all this orchestration, knew very well that the essence of having him was to centralize powers, because taking the minority part with their majority part was to see how to absorb that minority. And if they were really honest in their setup, after the French, the Aejo was the French, he ought to have given, or they ought to have also been an election to give another Anglophone to the presidency in the federal structure. But smart as he was, before we could start enjoying the federal structure, they brought in allegations as if it was expensive to manage and all whatnot. So that is how we, you know, when you are superior. Donc cet argument-là pour vous ne passe pas. It cannot work. There was a clause, if he was honest, there was a clause in that federal constitution that the form of the state should not be revised. What happened to it? In their majority in number, they had to swallow the minority, and that is what happened. So when that one came on the table, and remember that it was a unitary system, so there was no other way you could go by opposing that. So when he put the referendum on the table, that is how it was majority voted, and we live today that we had a constitution in 1972, which the constitution itself talked about United Republic of Cameroon. At that point in time, he has been president. He should have maybe organized elections so that an Anglophone too should take power. But in their continued organization and manipulation, 84 came. It was changed. United Republic of Cameroon changed to Republic of Cameroon. You see how the dupe started. In the beginning, you had La République du Cameroun. On the other side, you had Southern Cameroons. But because they knew exactly what was being cooked, took them from the Federal Republic, drove them to the Unitary Republic of Cameroon, and then decided to stroke it out by a simple decree, not even consulting the population again, by a referendum as they did, and it now became the Republic of Cameroon. So with all this sequence of events, from the first president who is French speaking, you have a second president who is French speaking. If you dare say today that after two French speaking you want to see an English speaking president, you go to Koningi. No. Because that is, if you dare, because that is what they have made people to understand, that you cannot express political opinions. People have expressed political opinions with the ongoing Anglophone crisis. Today, where are they? They're in prison. Even when the crisis started, it was a taboo to mention secession or whatsoever on a platform like this.
So you see that gradually there have been some manipulation and a deceit to make feel that you Anglophones, you should be marginalized. You don't have a say. And all of us want to live together. But when it comes to eating together, it is a quite different thing. Okay. They eat everything, and you, the Anglophone, you have nothing. And that is where the problem is today. You want us to live together. Yes, we want to live together. But are you also ready that we should eat together? The answer is no. So that's the problem. Donc c'est le manger ensemble. No, they only want that come and live together. Yes, we encourage you to come and live together. But when it comes to eat together, it is zero. They don't want to eat together. Ok. Fabrice, vous évoquez la conférence de Fumba en 61. On sait comment ça s'est passé. Le président Ahidjo est arrivé avec un document déjà bien établi, avec, nous raconte l'histoire, avec la complicité des juristes français. Mais la partie anglophone a quand même décidé de revoir, de procéder à des amendements. Mais le président Ahidjo, en dernier ressort, le 21, il a pris un certain nombre de mesures. Mon problème, vous évoquez cette période, vous évoquez également 72. Mais on sait quand même que le président Ahidjo, il y avait certaines têtes à l'époque qui n'ont pas contesté. Je vais parler de John Goufoncha. Donc ce n'est pas seulement le problème de francophone. Il a fait avec certains leaders anglophones. Yeah, I want to make some clarity here. You know, in 1961, I always say this, the organization of the international community and the Cameroon state, all the factors and the analysis were not in favor of the people of Southern Cameroon. The Southern Cameroon delegation led by Foncha was still functioning with a prime minister. The Republic of Cameroon was functioning with a president, with an independent country on the 1st of January. Those are two unequal people. You know, you cannot take the premier of a semi-autonomous state to go and discuss on equal terms with a president of a republic with full powers. The constitution of Fumban, or the Fumban 3 days conference, was where President Ahidjo came with a drafted constitution for suggestion and comments from the delegation of Southern Cameroon. That is the beginning of that. Now, the complacency of the people of Southern Cameroon was in anticipation of an experimental federal republic where they thought that the mutual good faith of, okay, it's our brothers, let's see how it goes, will work well. But when the situation starts presenting itself to be characterized by domination, subjugation, undemocratic rule, it now became a situation of, this is what we are going to face in this system. It was clear. It started from the judiciary, to the education, to culture, to the job market. Education, the GCE board that had its kind of respect started having questions even at the time of Ahidjo, before being passed to Paul Biya, where irregularities were noticed in examination organizations that is common. Robert Kedjava aussi met ça à l'actif du président Biya. Hein. C'est lui qui a fait le GCE. That's why. That's why I'm coming back there. Of course. I'm coming back there. What they are criticizing is about Amadou Ahidjo. I'm coming back. Paul Biya was I want to come back to Kedia. Let me just answer your question first, because this period was characterized by an attempt to make English system of education look like the French system. French system, the back and its offices are characterized by irregularities, buying of professors, buying of marks. It is common in French countries, observable facts. But in the English system, it is something that has to do with rigor, and they don't joke with this facet. In the judiciary, you will go and see magistrates that are not familiar with the common law system be appointed by the head of state in different courts to preside over issues they do not master with the system and culture. People feel frustrated with judgments that are passed, which do not reflect the culture that they have been used to for over a long period of time. In the job market, you have to be francophonized before you enter the job market. When you are in Form 1, Form 2, right up to advanced level, you have that, you are fine, no? But when you come to Douala or Yaoundé for job,
in the periods of the you must be francophonized because the institution. Ça veut dire concrètement quoi? The state corporations. Okay, what I mean by expliquez-nous concrètement. Ça veut what dire I mean by francophonized, it means that you want to write a concours, ENAM, IRIC, ENS. The system of questioning and the organization of the exam and the process is completely francophone. I mean in those periods. And it made the Anglophones to be so frustrated that, but in the higher level... Ça a changé quand même? In the higher level, in the higher level where we are expecting to have equal area of management, these things are just done. And this is why majority of Anglophones went out of the country, and we're having a strong Anglophone diaspora today because they did not feel belong to the country in the area of the job market. And this affected socio-professional skills because skills are best exhibited in the culture and language you have practiced that skill in. Attempting to copy and paste in another culture affects output, affects delivery. For Kedia to come and tell us here that Mr. Paul Biya is being exonerated from what happened in the period of President Amadou Ahidjo is just for him as a young man who is not honest enough or do not master the federal system or do not even understand who is President Paul Biya Ahidjo to come to this type of platform and tell Cameroonians such lies. Wow. President Paul Biya was at the presidency from the period of Amadou Ahidjo right up to 1972, and when the unitary state referendum was being sent for the people of Cameroon to vote to change from federal to unitary, President Paul Biya is one of those people at the cabinet of the presidency that prepared such a bill. And immediately after 1972, in 1975, the constitution of the Unitary Republic stipulated that an Anglophone who was at the National Assembly was supposed to be interim in case of vacancy at the presidency. But when Ahidjo was planning to appoint President Paul Biya, which was a scheme that they have planned, cooked very well. Yes, it was Muna that was there. They have already planned. So he went and modified the constitution to remove that clause that permitted an Anglophone to be interim in case of vacancy at the presidency. In 1979, such similar modifications were made again in the constitution because he knew that they were preparing a Machiavellic and Jacobinist plan for an unconstitutional takeover, which is takeover by an heir. So in 1982, when President Paul Biya came to power, it was in continuity with what Ahidjo has already planned. And this continuity is seen in an even more autocratic manner. Because in 1984, he did not even consult people who asked opinions. He simply made a presidential decree. That is the beginning of leadership by haute instruction and by presidential decrees. Because when he came to power, to change the name of a country is a symbolic issue that you should not joke with, especially a country with bicultural nature, with two different people. And that is when the foundation of secession came to place. In the 90s, you cannot be talking about President Paul Biya giving multi-party politics to people. People shed blood for that. Frundi is not yet dead. He can testify to that. Yondo Black, those people, they shed blood. What happened to the tripartite conference under the leadership of President Paul Biya? He organized something like the Grand National Dialogue we see in 2018, and then granted people concessions that he could control. And remember, the CPDM that you are talking about today is a transformation of CNU, and it has never separated its operation from apparatus of the state, and they're running it as people of the Cameroon. And there's a last thing I will say before we give. What I want to say is let CPDM councillors in Northwest and Southwest know, because KJ has declared here that they have failed. That's why you said that. Wrong information. I've not used the word failed. You said. You talk about lie and you come on TV, you lie. You said they have failed. Are you the word failed? You said they have failed. I said it's their responsibility to carry the responsibility of the people to not to the Yaoundé. Yeah, that's what I said. It's failure. That's what you think. That's your analysis. I said it's their responsibility.
They have failed to even. It is your judgment to say. It is your judgment to say it is your own opinion. Good. So don't come on TV and lie that somebody used the word failed. When you are lying, no. Your people watching and you come, you lie. You said when you lie, don't lie. Permettez, Robert Kedia ne veut pas que vous lui empruntez cette expression. Let me learn. Let me learn. He said he's shocked that the special statement with all its contents. The people who are in the regional councils are unable to make concrete proposals in Yaoundé. I said they are the ones to make proposal in Yaoundé. Did not say they are not able to make proposal in Yaoundé. They are two things different. Please, Lena, do not lie on TV. You are saying watching. Where Kedia? Use my word. Don't use your own word for your own propaganda. No. It's not propaganda. You said that. You said that councillors is their responsibility. Have they done it? Have they actually made the proposals? Okay. The people ask. So the people. And it is your party. The people are not revendicating. You never failed. Okay. The people are okay. Oh, Kedia, it is surprising. It's surprising. You talk about failure, lies, and you do the lie. All right. Oui. Sur la marginalisation, il a pris le cas lorsque les anglophones viennent se jeter dans le monde de l'emploi. Surtout dans ces régions francophones, majoritairement, ils sont obligés de se francophoniser, comme il a dit. Francophoniser? Yes. Anyway, maybe you could be talking about the time of Amadou Aidjo when there was only one state university. But I tell you today, talking about his own example, the Northwest region is the only region in Cameroon that has two professional schools, ENSEC and ENS. The Southwest has INSEC Kumba. Those two regions have universities, where the region of the presidency is not even having a university. That is what President Paul Biya is doing to fight against the franconization he's talking about. Because I am honest with him, before the creation of the University of Boya, it was clear that all those that graduated from the university did that from Yaoundé. Yes. And of course, they had to study that way. But President Paul Biya said, no, it's not correct. He gave the university to stop what he is calling about franconization. I will go back to the 1961 Constitution, which he says we should not lie on TV. And Fabrice Lena is a history teacher and he knows more. He knows that a draft constitution... Did I teach you history? All right. Can you come and declare that I'm a history teacher? Okay. Assume, maybe you don't know history. No. Do not say I do not know history. Okay, I studied history. Let's not do ping pong. No, you are the one bringing it. Thank you. You told me let's not assume on people's words. All right. Let's go to draft constitution. All right. A draft constitution was proposed by Amadou Aidjo to Foncha. Before they come into that Fumban conference, Foncha had it. That's the first floor of that conference. Two. Mais c'est contestable, hein? Beaucoup disent que tout le monde était surpris, hein? Exactly. Que Foncha ne savait pas. Experts were given, British experts. Who were the experts? Were proposed to Foncha, and he didn't make use of them. No, who were the experts? Please give us names. Permettez à Kedia d'aller. Thirdly, we are talking about politicians of those two regions, which we had Ndele as one. When they went to Fumban, those people you see in Fumban that could actually talk were the dead two members of the one-party system, Solomon Tandemuna, Augustine Gumjwa, and Foncha himself. People that had their own ideology and their own stand, like somebody like P.M. Kale, that has his own ideology that should be a state. People like Emmanuel Belalifafa Ndele, that wanted us to be in Nigeria. Foncha did not make use of them. It was win takes it all. I don't come... When there is responsibility that we are supposed to accept that we made a mistake here, we should say we made a mistake here. If in 1953, our leaders from Northwest and Southwest region that were in the Eastern Regional House were able to march away from there, it's because they knew that what was happening there is not correct. And if they want now, in the 60s and the 70s, could not march at the assembly, it means that they were d'accord, and Foncha is part of them. So when we are doing blame game, we should also know that where did the responsibility come from. I'm one of those people that when I'm analyzing, I know there's a problem. I'm not debunking any problem. But we should be able to share responsibility and not blame one person for being so responsible for the act. Our own leaders also had their own flaws that they did not stand for their people. And we should be able to say it the way they are.
talking about national unity, which we are talking today, we should not mix national unity and marginalization, because as I earlier said, Anglophones are a minority, clear. You can never stop that one. You do your possible best. There will always be that inner feeling of marginalization. That one is clear. But national unity is not what we should come here and discuss as if there is too much problem, because in the social aspect, there is living together. But not eating together. Everybody stays. What do you mean by social aspect? Like, when I talk about social aspect, I mean the circulation of Anglophone and Francophone in all the regions. Going to school together, going to church together, studies together, what does that have to do with jobs governance? together. What does that have to do with governance? That's why I said national unity should not only be looked at it at the political aspect. We also have the social aspect and the economic aspect. So if you think you have to hope only on the political aspect and hang on governance that suits you, you should also know that people have their own liberty to also look at it in the social aspect, which actually there is national unity. And so things may not necessarily suit your whims and your caprices all the time. Going to talk about the aspect of president, I'm shocked here. That barrister will say that if an Anglophone has a dream to be a president, he will be locked up. Then why are you a politician? Why are you people politicians that you don't have dreams that you think you can be president tomorrow? Because I do have dreams. So you are supporting someone that has been in power for 40 years and you are hoping to be a president? If I like his ideology, I will support him. The issue is not 40 years. The issue is the ideology. Because for some of you, you just think since somebody has been in power for 40 years, automatically it's a crime. But if it happens in Europe, that David Cameron stays there for long, Angelina Merkel stays there for long, Vladimir Putin stays there for long, since it is Europe, it is correct. But since it is in Africa that a leader is there for long, it becomes a problem. That is the ideology that we are supposed to wash away and accept reality. Anyone can be president in Cameroon and it is supported. All you need to do is have your political party, do your campaign, and convince the people to vote for you. If it is ideologically said that if the president is Francophone and the next person that comes is Anglophone, vice versa, it means that automatically, if an Anglophone wins an election and becomes president, the assistant, the next person is supposed to be a Francophone. That should not mean that we Anglophone we should not sell our ideology, do politics. We will sit and whether one day they will just say in Yaoundé that Francophone don't be president, let Anglophone be. No, voilà. Do politics. Docteur Luisin Issomba, revenons à cette conférence de Fumban. Et nommé Yomese, dans son ouvrage, il dit la rencontre de la roublardise de Fumban ou la conférence constitutionnelle de Fumban de 61. Il dit par contre que contrairement à ce que les autres pensaient, Ahidjo il n'avait pas le poids qu'on lui prêtait, tout simplement parce qu'il recevait beaucoup d'ordres de Paris. Est-ce que face à ces revendications, c'est-à-dire on sait que John Goufontia n'est pas arrivé avec un document, contrairement à Amadou Ahidjo, à cette conférence, est-ce que forcément les idées d'Amadou Ahidjo devaient passer à cette conférence en tant que chef? Mais effectivement, ce genre-là, il y a un célèbre... Parce qu'il y a l'appui de Paris. Oui, un peu comme c'est Paris qui télécommandait. Qui a parlé à cette époque d'une fraude à la Constitution. Oui. C'est-à-dire que fraude tout simplement parce que tout le consensus qui était parti, qui s'était établi lors de la conférence de Fumban, n'a pas plus tard été respecté. Justement. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on se rend bien compte que c'est les éléments évoqués par exemple pour rejeter le fédéralisme étaient des éléments spécieux parce que on voit très bien comment Ahidjo construisait le renforcement de son pouvoir. C'est-à-dire que un peu comme les démocraties africaines de cette époque-là où il fallait forcément renforcer le pouvoir du président, c'est dans cette logique-là que s'est inscrit le président Amadou Ahidjo. C'est-à-dire que quand on évoque l'idée de ce que une disposition constitutionnelle était arrêtée pour dire qu'en cas de départ ou de décès du président de la République ou des capacités, c'est justement le président de l'Assemblée à l'époque qui était le président de l'Assemblée nationale et anglophone. Et bien entendu, plus tard, on se rend compte que la révision du 29 mai 1979 vient donc faire de sorte que ce n'est plus le président de l'Assemblée nationale qui était l'anglophone à l'époque, mais c'est désormais le Premier ministre. Vous voyez, c'est pour cette raison qu'on estime que le président Ahidjo a construit la place au président Paul Biya.
parce que c'était presque une réforme intuitive personne et qui s'attachait à la personne du président Paul Biya. Et c'est ce qui justifie donc que les anglophones commencent à se rendre compte que, en réalité, ils ont été pris au piège et qu'ils n'ont pas vu venir. Ils sont venus avec un esprit de bonne foi, de confiance à l'État, à la constitution de l'État, à la constitution de l'État. Mais plus tard, ils se rendent compte qu'en réalité, Amadou Ali Diop, très bien entouré par des juristes français qui lui ont conseillé de mettre d'abord en place une option fédérale. Après, de la fédération, on est retombé à l'unitarisation. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, on peut parler le Cameroun était un État unitaire décentralisé. Mais il faut reconnaître que, en réalité, Amadou Ali Diop avait joué d'espléguerie parce qu'il a réussi à dompter toutes les élites anglophones qui étaient à ses côtés. Et il a, comment dire, promis monts et merveilles, mais à la dernière chute, il a, comme on dit souvent, il a fait traverser le fusil de l'autre épaule et les autres n'ont pas compris. Mais c'est plus tard qu'ils commencent à comprendre. Donc, la question aujourd'hui de la marginalisation, moi je pense qu'elle se pose, mais il faut reconnaître que, ces gens-là, je chute par là, l'État a précédé la nation au Cameroun. C'est-à-dire, on a d'abord eu un État, maintenant nous sommes dans la logique d'une construction de la nation. Et ça devient donc très compliqué parce que on verra tout à l'heure les menaces, les obstacles qui peuvent se mettre, qui peuvent s'ériger en face de cette unité nationale. Ok. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, dans le journal de Nadine Yambou, on revient après pour deuxième partie Equinoxois. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures to reduce your risk. Wash your hands frequently using soap and water or an alcohol-based hand rub. Avoid touching your eyes, nose, or mouth.